Bonjour tout le monde, mon nom est Annie Charon, je suis professeure au département didactique à l'UQAM. Aujourd'hui, je viens plus principalement vous parler de collaboration interprofessionnelle entre les enseignants à l'éducation préscolaire et les orthopédagogues et les orthophonistes. Je sais que le vocabulaire varie d'un pays à l'autre, mais les orthophonistes sont généralement les spécialistes du langage oral et écrit. Ils sont plutôt étudiés à la faculté de médecine au Québec. Et pour ce qui est des orthopédagogues, on les situe davantage à la faculté des sciences de l'éducation. Ils deviennent des enseignants orthopédagogues, mais ils interviennent généralement avec les enfants en difficulté, soit d'apprentissage ou de comportement également. Donc, aujourd'hui, ma collègue, en fait, l'étudiante au doctorat, Julie Lachapelle, n'est pas là, mais on a travaillé, entre autres, ensemble, beaucoup plus sur le cadre de référence. Alors aujourd'hui, je ne viens pas vous présenter nécessairement un projet de recherche, mais c'est plutôt un travail embryonnaire que je fais avec des gens du terrain qui m'amènent à réfléchir à des futurs projets de recherche, mais je vous présente quand même tout ce qu'on a fait depuis 2 ans déjà. Donc, dans un premier temps, je vais prendre le temps de vous situer le contexte d'éducation préscolaire au Québec, parce que je sais qu'aujourd'hui, il n'y avait pas seulement des Québécois dans la salle, mais rapidement, on va passer à la collaboration interprofessionnelle. Et ensuite, je vais vous faire part des 2 expériences en milieu scolaire et ce que je souhaite faire par la suite. Donc, le contexte rapide de l'éducation préscolaire. Donc, ici, l'éducation préscolaire, comme le mentionnaient mes collègues, la maternelle n'est pas obligatoire. Donc, elle a été initialement même en maternelle 5 ans, demi-temps. Ensuite, on est passé à temps plein. Les milieux défavorisés avaient des maternelles 4 ans à demi-temps. Mais le Québec a décidé d'emboîter le pas pour que les maternelles 4 ans soient un service éducatif offert, mais on en a d'autres au Québec également, comme les centres de la petite enfance. Donc, grosso modo, le premier programme officiel d'éducation préscolaire a vu le jour en 1981, donc c'est quand même plutôt récent, peut-être que vous en aviez de votre côté. En 2001, on a décidé que le programme de la maternelle ferait partie de la formation. En fait, le programme de maternelle a été ajouté au programme du primaire, donc on avait un même seul programme avec une section éducation préscolaire. En 2012, on a décidé de mettre en place un projet de programme de maternelle 4 ans. En 2017, ce programme de maternelle 4 ans-là a été mis en place et depuis 2021, donc depuis 2 ans, on a décidé que le nouveau programme cycle, donc maternelle 4 ans et 5 ans, ferait également partie des autres cycles ensuite de premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Voici très rapidement comment ça fonctionne au Québec. Dans ce nouveau programme cycle qu'on a, je vous le présente rapidement, on a un mandat qui est proposé, mais qui se décline en 2 objectifs. Donc, le premier objectif est de favoriser le développement global de tous les enfants, mais on a un deuxième objectif qui s'ajoute, qui n'était pas présent de façon aussi officielle dans les autres programmes, mais qui met en œuvre des interventions préventives, donc des interventions préventives universelles, mais aussi des interventions préventives ciblées. Donc, voilà ce qu'on retrouve maintenant dans notre nouveau programme. En ayant ces 2 objectifs-là, bien entendu, les interventions préventives, ça a amené beaucoup de questions dans le milieu scolaire, à savoir, est-ce que les enseignants sont assez équipés pour faire de l'intervention, de la prévention, des interventions préventives? Donc, le milieu scolaire s'est mis à se tourner un peu plus aussi vers les orthopédagogues, vers les orthophonistes, vers les ergothérapeutes, vers les éducateurs spécialisés, tous les autres gens qui gravitent en fait autour de la classe. Alors, on s'est dit, on va commencer à réfléchir à la collaboration interprofessionnelle. Je pense que ça existait déjà dans nos milieux, mais là, il y a comme une urgence un peu plus d'agir. Donc, c'est quoi la collaboration interprofessionnelle? Précisément, les écrits scientifiques nous mentionnent que ce sont lorsque au moins 2 spécialistes, donc de 2 milieux différents, donc pensons aux enseignants avec les autres corps dont je vous ai parlé tout à l'heure, orthopédagogues, orthophonistes, éducateurs spécialisés, etc., mettent à profit ensemble leur expertise respective afin d'atteindre un but commun. Et là, notre but commun, c'est de favoriser le soutien au développement global de tous les enfants, mais aussi d'avoir toujours une lunette un peu d'intervention préventive. Donc, précisément, qu'est-ce que la littérature nous dit un peu sur la collaboration interprofessionnelle? Je tiens quand même à préciser que tout ce qui a été fait dans le domaine est souvent d'abord dans le milieu de la santé et commence aussi à être dans le milieu de l'éducation. Mais ce qui relève de l'éducation préscolaire précisément, moi, j'ai rien trouvé. Donc, c'est vraiment à creuser de ce côté-là.
Donc, les différents intervenants impliqués se partagent leurs connaissances, parce que l'enseignant a des connaissances, mais les autres spécialistes ont aussi leur bagage de connaissances. Et en mettant le tout ensemble, peuvent en venir à élaborer des interventions qui sont cohérentes et qui ont une ligne directrice pour pouvoir aider les enfants. Donc, et tout ça, c'est qu'on souhaite que les enfants puissent vivre, on maximise leur expérience éducative à l'éducation préscolaire pour qu'ils puissent se développer le mieux qu'ils peuvent. Donc, on les prend où ils sont, puis on les amène où chacun d'eux sont capables d'aller. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai cherché beaucoup de modèles explicatifs du développement, de la collaboration interprofessionnelle. J'ai rien trouvé à l'éducation préscolaire. Par contre, j'ai trouvé aussi un autre modèle qui m'intéresse, en tout cas que je suis en train de réfléchir, c'est le modèle de la compétence à collaborer. Ce sont des gens de l'Université de Sherbrooke, donc Normando, Kaluby et Granger, qui se sont intéressés à cette collaboration-là, mais plus spécifiquement en lien avec les gens en éducation spécialisée. Mais le modèle qu'ils proposent m'intéresse parce que c'est un modèle de la compétence à collaborer. Donc, eux, ils attirent notre attention sur 3 points. Est-ce qu'on sait collaborer? Parce que c'est bien beau vouloir collaborer, mais comment on fait pour collaborer? C'est quoi les connaissances qu'on a? C'est pas très gros, hein? Quelles sont les connaissances qu'on a là-dessus? Quelles sont les habiletés qu'on doit avoir des gens qui interviennent auprès des enfants? Ensuite, ils pointent le vouloir collaborer. Quelle est ta motivation à vouloir collaborer? Parce que si tu n'es pas motivé, il n'y en aura pas de collaboration. En général, si l'enseignant accepte que les personnes viennent dans sa classe, c'est parce qu'elle est motivée à travailler. Puis c'est la même chose pour les orthopédagogues ou orthophonistes. Ont-ils le goût de venir en classe ou ils ont plutôt le goût de prendre seulement les enfants en difficulté et les sortir de la classe? Et l'autre truc, c'est aussi mon pouvoir. Moi, j'aimerais bien ça, faire de la collaboration interprofessionnelle. On a parlé ce matin avec Stéphanie du leader pédagogique de la direction. Est-ce que la direction a le goût qu'on fonctionne comme ça? Est-ce qu'à la maternelle, la direction, elle a le goût de mettre des effectifs à la maternelle ou elle a le goût de concentrer le tout en première année où ils sont en train d'apprendre la lecture et l'écriture? Donc, c'est plus important peut-être, on ne sait pas. Donc, ce modèle-là, je trouve qu'il est intéressant parce que c'est quoi savoir collaborer, c'est quoi vouloir collaborer, puis c'est quoi pouvoir collaborer. Puis là, je me suis dit en voyant ce modèle-là, oh mon Dieu, c'est tellement intéressant. Mais nous, il faudrait voir plus précisément à l'éducation préscolaire comment ça se passe, sachant qu'au Québec, la maternelle, elle n'est pas obligatoire. Donc, est-ce qu'il y a des directions qui se disent, investissons davantage au primaire? Bon, toutes des choses qui me questionnent. Donc, quand on regarde la littérature, on se rend compte pourtant qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler en collaboration, autant pour les professionnels que pour les enfants. Donc, grosso modo, ce qu'on dit, c'est que pour les professionnels, il y a une entraide professionnelle, il y a un effet protecteur aussi, ça rehausse le sentiment d'efficacité personnelle. L'enseignant ne sait pas tout, mais l'orthophoniste ou l'orthopédagogue ou autre spécialiste non plus. Puis l'enseignant, elle est toujours avec les enfants, mais les autres spécialistes, les autres, ils arrivent de façon plutôt sporadique, de temps en temps. L'insertion et la rétention des professionnels aussi, ça aide grandement parce qu'on s'entraide, on partage nos expertises. Quand on a des questions, bien, ça va bien. La motivation, l'engagement, la satisfaction au travail. Puis là, je ne vous les lirai pas tous parce que je sais que vous les regardez en même temps, mais il y a beaucoup d'avantages. D'autre côté, pour les enfants, il y en a d'autres. On a une vision plus globale de l'enfant. Le spécialiste ne vient pas chercher juste l'enfant pour regarder, par exemple, son domaine langagier. Il va pouvoir voir l'enfant dans la classe, comment ça se passe, ses interactions sociales et tout. Donc, il y a d'autres éléments qui sont mis en valeur. Les enfants aussi vont avoir une vision plus élargie des besoins, leur estime de soi. Je fais souvent la même blague, mais quand l'orthopédagogue vient dans la classe, c'est souvent comme « Félix, Madame Mélanie est venue te chercher ». Tandis que là, quand Mélanie elle rentre dans la classe, tout le monde est content de la voir, puis tout le monde se l'approprie. Il n'y a pas juste Madame Mélanie, pas juste pour Félix, par exemple. Donc, il y a plein d'éléments intéressants à travailler en collaboration, ce qui m'a amené à penser que ça pourrait être très intéressant de creuser davantage le sujet. Tout ça, comme on l'a dit aujourd'hui, pour essayer de mettre en place, c'est Edith qui a dit, on a un programme, puis on essaie de coller à ce qu'il y a dans le programme, mais comme on est chercheur, on sait qu'il y a des écrits scientifiques aussi sur le sujet. Donc, je vous partage 2 expériences que je vis en fait depuis 2 ans avec 2 centres de services scolaires. Donc, quelle est la situation actuelle? C'est qu'il y a l'arrivée du nouveau programme SIC à l'éducation préscolaire. Ça amène plusieurs questionnements. Des questions de compréhension liées au nouveau programme SIC. Donc,
comment ça se déploie? Est-ce que quand je lis ce qui est écrit dans le document, est-ce que je le comprends bien? Est-ce que je me l'approprie bien? Est-ce que je fais un transfert dans ma pratique? Il y a des enseignants qui se sont dit, bien, je dois faire des ajustements dans mon horaire parce que dans le nouveau programme, ça dit que je dois avoir 2 périodes de 45 à 60 minutes de jeu par jour. C'est prescriptif au Québec. Alors, OK, moi, j'en faisais pas des jeux d'habitude, ou j'en faisais juste quand il était gentil, ou au contraire, il y en a d'autres qui se sont sûrement dit, waouh, moi, j'en faisais déjà du jeu dans ma classe, puis ça me conforte, puis là, j'ai des appuis qui viennent me dire que ce que je fais, c'était déjà bien, même si j'avais peut-être des collègues qui me jugeaient. Ils ont eu des réflexions par rapport à la collaboration. Je vous ai dit tout à l'heure avec le nouvel objectif de prévention, des interventions préventives, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Puis, les conseillères pédagogiques, notamment, se sont dit, comment on va accompagner ces enseignantes-là? Puis, les conseillères pédagogiques, est-ce qu'une conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire gagnerait à travailler avec une conseillère pédagogique en orthopédagogie, en orthophonie? Donc, la personne qui s'occupe plus des services complémentaires. Donc, ça, c'est la situation actuelle. C'est ce que le milieu se pose comme question. Je travaille avec 2 milieux, mais je pense que c'est assez généralisé au Québec. Il y a 2 centres de services scolaires avec qui j'ai travaillé. Donc, le centre de services scolaires des Samars, 2 conseillères pédagogiques à l'éducation préscolaire, 2 enseignantes à la maternelle, une orthopédagogue, une orthophoniste et une chercheuse. Donc, ça, c'était une équipe. Puis, de l'autre côté, on avait à peu près l'équivalent, mais une autre distribution. Donc, toujours une conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire, une conseillère pédagogique en orthopédagogie, une orthophoniste, une orthopédagogue, moi, et en plus, la directrice des services éducatifs. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est quand même assez haut placé dans les centres de services scolaires qui vont essayer de prendre des décisions pour le mieux. Donc, voici les deux milieux. Voici la situation qu'ils souhaitaient. Donc, dans les 2 cas, les 4 premiers points sont les mêmes. Ils veulent mieux comprendre le programme cycle de l'éducation préscolaire. Ils veulent mettre en valeur le jeu comme approche pédagogique. Ils veulent proposer d'autres manières de soutenir le développement langagier parce que dans ces 2 centres de services scolaires-là, on était beaucoup dans une approche axée justement sur la RAI, donc vraiment de réponse à l'intervention, et ils voulaient un peu se dégager de ce qu'ils faisaient avant. Et les 2 voulaient développer des outils pour soutenir le portrait des enfants de classe, donc pouvoir les observer et témoigner de leur cheminement, donc de développer des outils en ce sens-là. Développer un guide explicatif pour soutenir les orthopédagogues et les orthophonistes pour dire comment ça pourrait se passer. Parce que eux, c'est totalement un autre changement que de rentrer dans la classe et tout, donc ils ont besoin d'être guidés là-dedans. Et il y en a même qui ont dit, et pour convaincre nos directions d'école, parce que là, il faudrait libérer des fois les enseignantes à la maternelle pour qu'on travaille en collaboration, mais encore là, c'est la direction qui fait ce genre de choix. Donc, voici la situation qui était souhaitée. Alors, voici ce qu'on a fait pour y arriver. Donc, on avait une situation actuelle, une situation désirée qu'on souhaite. Donc, avec les Samars, j'ai commencé en 2021, donc l'année passée. On a fait des rencontres de préparation avec les CP d'abord, parce qu'on me mentionnait, entre autres, qu'on devait essayer de faire un peu un changement de culture au sein du centre de services scolaires, mais sans mettre la hache complètement de ce qui se faisait depuis plusieurs années. Donc, j'ai décidé d'utiliser beaucoup plus la réflexion, le questionnement, pour les amener à réfléchir au lieu d'arriver avec mes grands sabots et de leur dire ce qu'ils devraient faire. Donc, je suis allée beaucoup plus par le questionnement. Donc, il y a eu 2 journées de formation avec la petite équipe dont je vous ai parlé. Et suite à cette première année-là, où il y a eu beaucoup de trucs de COVID, là, pour faire des clins d'œil à la présentation de Stéphanie, là, où on n'a pas pu beaucoup se rencontrer parce qu'il y avait une pénurie d'enseignants, donc plus de libération dans les centres de services scolaires. Cette année, c'est autre chose. Donc, on a refait des journées de formation avec l'équipe et je vous ai dit tout à l'heure que dans cette équipe-là, il y avait une personne en lien avec les services éducatifs et elle m'a dit je veux que le message qu'on est en train de réfléchir ensemble dans notre petite sous-équipe, toutes les directions après, puissent en bénéficier. Donc, il y a eu une rencontre avec les directions d'école de tout le centre de services scolaires qui a été effectué. On a fait le même genre de rencontre avec tous les orthopédagogues orthophonistes, donc c'était comme 90 au total. Et on a fait aussi une même rencontre avec les enseignantes à l'éducation préscolaire. Donc, je vous dirais que pour la suite, ça serait maintenant de rencontrer les enseignantes au primaire pour essayer qu'on puisse avoir tout ce beau mélange-là. Du côté de Val-des-Serres, on a fait moins de rencontres, mais ils ont, de leur côté, ont quand même développé plusieurs choses.
Donc, une rencontre de préparation avec les CP, puis 2 demi-journées de formation qui ont été offertes davantage aux orthopédagogues et aux orthophonistes. Donc, suite à ça, je voulais vous présenter quelques exemples de fruits de notre réflexion. Donc, dans un premier temps, on a aussi regardé beaucoup les modalités de co-intervention en classe. Donc, souvent, dans les écrits, ce qu'on retrouve, c'est qu'on parle beaucoup de co-enseignement. Mais à l'éducation préscolaire, le co-enseignement, ça fait un peu particulier. Donc, je préfère parler de co-intervention ou co-éducation, du moins. Donc, je vous présente ce qu'on a fait. On a pris les modèles de co-enseignement et on a essayé de les adapter à l'éducation préscolaire. Et même nos petits pictogrammes, on a essayé de les faire évoluer. Donc, ça, c'est avec Val-des-Serres où on a réfléchi davantage à ça. Donc, l'intervention-observation, quand on est 2 adultes dans la classe, peut avoir quelqu'un qui fait, par exemple, une lecture d'une histoire et l'autre personne peut avoir plutôt un rôle en retrait, mais très important, qui est d'observer les enfants, de noter les questions qui ont été posées par l'autre adulte, puis comment les enfants ont réagi à tout ça. Donc, ça, c'est une des modalités. La deuxième modalité, c'est une intervention en atelier. Donc, on élabore des ateliers de co-intervention orthopédagogue, par exemple, et enseignants. Puis, 2 adultes sont dans la classe et ont des responsabilités différentes. On a aussi les interventions en parallèle. Donc, on peut faire la même activité, imaginons une causerie, où chacun prend un sous-groupe. Donc, en ayant chacun leur sous-groupe, il y a moins d'enfants, les petits parleurs vont peut-être plus parler davantage. Donc, ça nous permet aussi de maximiser. Ça peut être aussi de se dire, moi, je vais prendre, cette fois-ci, on va prendre des groupes hétérogènes, mais on pourrait aussi se dire, moi, je vais prendre un petit groupe homogène, puis tu prendras les autres enfants pour je ne sais pas moi, revoir quelque chose ou insister avec les enfants sur certains éléments. Il peut aussi avoir le soutien partagé. Donc, dans la classe, tous les enfants font une même activité et l'orthophoniste et l'enseignante circulent. Et ça peut aussi être un soutien partagé, mais avec des cibles différentes. Quand on est dans le jeu libre, notamment, on est plutôt dans cette approche-là. Donc, pour l'instant, on a élaboré les modalités. On leur a proposé des choses, mais là, moi, j'aimerais savoir comment ça se déploie vraiment. Parce que là, tout ce que j'entends, c'est « Ah, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça », mais c'est plus de l'ordre des pratiques déclarées. Moi, j'aimerais bien aller observer comment ça se passe concrètement en classe. Et aussi, on a ressorti avec eux beaucoup des avantages de co-intervenir ensemble. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit tableau sur les professionnels, les avantages que ça a, puis pour les enfants. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils m'ont nommé beaucoup plus de choses que ce que j'ai trouvé en fait dans la littérature. Je ne vous les nommerai pas tous parce qu'il y en a beaucoup, fait que je vous ai mis un peu plus en orange, ce qui me semble de l'ordre de l'intervention. Donc, ça permet à l'orthopédagogue, l'orthophoniste d'établir en collaboration avec l'enseignante un portrait précis de l'ensemble des enfants d'un groupe. Donc, avant, l'orthopédagogue, l'orthophoniste ciblait Pierre, Jean-Jacques. Mais des fois, l'enseignante, elle lui disait « Oui, mais il y a aussi Marie. » Ah, moi, Marie, je ne sais pas. Quand j'ai fait mes petits tests au début de l'année, elle n'est pas sortie du lot, Marie. Donc, je ne sais pas c'est qui Marie. Mais là, en venant dans la classe, elle sait très bien c'est qui Marie et tous les autres enfants. La co-intervention permet de se lancer dans l'expérimentation de nouvelles pratiques à 2 plutôt que ça. Puis ça, c'est rassurant. Hey, est-ce qu'on essaie ça? OK, on l'essaie, OK. Puis là, après, il va falloir qu'on s'ajuste. Hein? Ah oui, telle chose. Donc, tu peux en reparler rapidement avec quelqu'un d'autre. Ça facilite la mise en œuvre de la prévention universelle pour tous les enfants. Ça a été relevé entre autres. Il y en a plein d'autres. La professionnelle ne se limite plus aux objectifs du domaine langagier. Elle va vraiment regarder d'autres éléments aussi. Puis, ça permet d'exposer l'enfant à des concepts et des contenus pédagogiques dans un contexte de jeu. Parce que là, c'est là qu'ils réalisent qu'ils aimeraient beaucoup plus intervenir dans le jeu également. Ça évite l'enseignement frontal, puis ça permet de porter un regard attentif sur chaque enfant afin de soutenir son développement global selon sa maturité, son rythme et ses besoins. Donc, les spécialistes arrivent moins en tête avec un objectif ou une progression qui ne part pas du tout des besoins des enfants, mais parce que c'est à voir. Alors, nous devons voir les rythmes telle date dans la vie. Donc, pour terminer, parce que je pense que j'ai plus de temps, la prochaine étape, on va poursuivre avec la COP, en fait une communauté justement d'apprentissage, plus précisément avec un centre de services scolaires. Puis, j'aimerais ça chercher du financement pour essayer de documenter le tout, parce que pour l'instant, on est plus de l'ordre des pratiques déclarées à gauche, à droite. Donc, si on veut que ça soit davantage documenté pour pouvoir... puis j'aimerais bien évaluer l'impact de la co-intervention. Sur quoi j'ai le goût de l'évaluer? Je pense que je peux l'évaluer sur plein de choses. Donc, vos idées sont les bienvenues. Alors, merci beaucoup pour...